Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart à 11h. C'est la dernière émission que je vais vous présenter d'ailleurs en direct pour cette année 2021. Alors on va démarrer avec un sujet, celui de la surexposition des enfants aux écrans. Une députée, Caroline Janvier, a proposé que l'on élabore une loi pour sensibiliser les parents et les professionnels de l'enfance. On en parle donc tout à l'heure dans l'interview. Et puis ce sera le moment du grand débrief hebdo de l'Actu Tech. On parlera notamment des avionneurs aux États-Unis qui s'inquiètent face à la 5G ou encore du Sénat, lui qui alerte sur l'état des réseaux de communication d'urgence en France. Il y a aussi l'introduction en bourse qui est annoncée d'un des plus gros forums mondiaux, Reddit, ou encore cette actualité autour des bitcoins et des NFT. Et puis on terminera évidemment avec quelques idées de cadeaux de Noël de dernière minute. Et puis enfin, on retrouvera notre rendez-vous avec le sens de l'IA et la chercheure et professeure en intelligence artificielle Laurence Devillers qui nous parlera de cette question du comportement des algorithmes face à nos différences culturelles. Et enfin, une danse de Noël réalisée par des robots clôturera cette édition de l'année. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview. On parle de la surexposition des enfants face aux écrans. Mon invité aujourd'hui est à l'origine d'un appel à élaborer tous ensemble une loi pour réduire l'exposition, la surexposition des enfants aux écrans et donc les dangers qui sont inhérents. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. D'abord, première question, que sait-on de cette surexposition aux enfants ? Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, un enfant de 2 ans regarde en moyenne 1 heure d'écran par jour, 1 heure de télévision par jour, alors même qu'on sait qu'avant 3 ans, il ne faut pas du tout d'écran. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça génère beaucoup de troubles, des troubles du langage, des troubles primaires du langage, des troubles aussi du sommeil, de l'alimentation. Ça augmente notamment les risques d'obésité. Et ça a aussi des incidences sur les interactions sociales des enfants. Donc, les données scientifiques nous disent qu'il faut évidemment limiter cette exposition. Là, vous êtes déjà sur la partie danger. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on avait déjà suffisamment de données sur les temps d'exposition des enfants ? Et quand on parle des enfants, on parle des enfants de quel âge à quel âge ? Alors, oui, on a une cohorte notamment qui suit des enfants nés, je crois, en 2011 et qui montre qu'effectivement, ce temps d'exposition aux écrans augmente. Oui. Augmente avec ce chiffre, je vous disais, d'1 heure par jour pour les enfants de 2 ans. Pour les enfants de plus de 3 ans, eh bien, c'est, je crois, 4 heures par semaine d'exposition aux écrans. Donc, on voit que tout ça, c'est du temps qui est pris, évidemment, sur d'autres activités qui permettent de développer le cerveau, mais aussi donc, c'est les enfants de 3 à 10 ans, globalement, c'est ça ? Alors, en fait, pour chaque âge... eh bien, il y a des risques qui sont associés. Et évidemment, plus l'enfant est jeune, moins il faut qu'il soit exposé aux écrans. C'est pour ça qu'on dit en dessous de 3 ans, c'est notamment la règle qui est proposée par Serge Tisseron, pas d'écran. De 3 à 6, il faut limiter. Et de 6 à 9, il faut effectivement une durée quotidienne qui ne dépasse pas 1 heure d'écran. Et ensuite, on a je dirais, des risques qui sont plutôt liés au contenu. On connaît bien les phénomènes de cyberharcèlement, d'addiction aux réseaux sociaux, plutôt pour les adolescents. Mais en tout cas, quand l'enfant est jeune, quand il a moins de 3 ans, moins de 6 ans, moins de 9 ans, évidemment, plus il est jeune, plus c'est risqué, eh bien, l'exposition aux écrans, la surexposition, elle nuit à son développement cognitif et à son développement psychomoteur. Notamment en matière d'exposition, qu'il y avait une problématique notamment des enfants au moment des repas, qui passaient leur repas devant un écran, qui n'est pas forcément l'écran de télé. Aujourd'hui, les écrans se sont multipliés. Est-ce qu'on a, selon vous, parce que là, on a évoqué très peu de données, est-ce qu'on a déjà, selon vous, suffisamment d'informations sanitaires sur cette question d'exposition des enfants aux écrans ? Alors, on a, je vous dis, cette cohorte ELF qui permet vraiment d'avoir là des éléments chiffrés sur cette durée d'exposition et qui montre qu'effectivement, elle est importante même pour les moins de 3 ans. On a d'autres études, beaucoup d'études notamment anglo-saxonnes, des études canadiennes, mais on a aussi des plus récentes, une en Ille-et-Vilaine de 2020, qui font un lien entre
les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil, c'est-à-dire une qualité, une quantité de sommeil qui est réduite. 1 heure d'exposition à un écran, eh bien, c'est 15 minutes de sommeil en moins. Et sur cette question des troubles primaires du langage, cette étude d'Ille-et-Vilaine, elle montre que le risque d'apparition de troubles primaires du langage est multiplié par 3 quand vous exposez votre enfant devant un écran et par 6 s'il n'y a aucune médiation de l'adulte, c'est-à-dire qu'il est exposé de façon très passive et que l'adulte ne discute pas avec lui. Donc selon vous, on a les éléments factuels suffisants. Il y a une question aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran ? Parce que ça peut avoir une influence sur les résultats des enquêtes qui sont menées aujourd'hui. Cette partie contenu, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on met devant les yeux des enfants ? Est-ce que également vous travaillez dessus ? Alors moi, je travaille surtout sur la question vraiment des enfants, donc les moins de 9 ans, et sur cette question du temps d'exposition. Maintenant... Parce que ça peut être aussi une part d'éveil qui peut être apportée grâce à ces nouveaux outils. Oui, mais je dirais que cette part d'éveil, elle est assez bien connue et elle est, j'ai le sentiment qu'elle est un peu trop valorisée dans le sens où tout le monde sait bien que effectivement c'est tout à fait important que les enfants acquièrent ces compétences-là, mais on ne connaît pas suffisamment les risques et par ailleurs ces apprentissages sont en réalité assez rapide pour un enfant. Donc on n'a pas besoin de donner une tablette à son enfant de 5 ans pour s'assurer qu'il soit plus tard capable d'utiliser une tablette. Il vaut mieux le laisser jouer à tout un tas d'autres jeux, des jeux de société, des jeux assez classiques, lire des livres. Ça sera beaucoup plus positif pour son développement que de lui donner effectivement un écran pour s'assurer de l'acquisition de ses compétences. Bon, alors en tout cas, ce n'est pas votre sujet de préoccupation. Celui qui vous intéresse, c'est comment faire pour sensibiliser les parents face à des enfants qui sont de plus en plus abandonnés, j'allais dire, en tout cas seuls devant des écrans. Mais alors, c'est peut-être là la part la plus compliquée. Comment on peut sensibiliser des parents qui n'y sont pas du tout sensibilisés déjà ? Parce qu'il y a quand même aussi des populations qui font attention, qui sont conscients de ces dangers. Comment on touche ceux qui ne s'y intéressent pas ou qui n'ont pas trouvé d'autres solutions finalement ? Juste pour compléter par rapport à votre précédente question, ce que je propose, moi, c'est de co-construire une proposition de loi. Et donc, j'invite d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent là à aller sur le site de Purpose, PURPOZ, où vous avez la présentation de ma démarche et où vous pouvez chacun contribuer. Et donc, peut-être que... Oui, ça, c'est une part importante. Oui, voilà, peut-être que des contributeurs diront, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des contenus, et donc les réseaux sociaux, donc le cyberharcèlement, la pédopornographie, ces sujets-là. Et donc, peut-être qu'effectivement, mon point de départ, qui est la question du temps d'exposition et de l'âge de l'enfant, eh bien, sera complété par ces propositions-là. Peut-être que ce sera une part de ma contribution. Eh bien, voilà, exactement, avec plaisir, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes me parlent de leurs préoccupations à ce sujet-là. Sur la façon dont on peut sensibiliser les parents, évidemment, chaque parent est libre d'éduquer son enfant comme il l'entend, et par ailleurs, il ne s'agit pas de créer une politique publique qui soit technophobe, parce que vous l'avez rappelé, il y a évidemment beaucoup d'intérêt aussi à ces outils-là. L'idée, c'est de dire chacun doit avoir le même niveau d'information. Et comme on le fait sur d'autres risques, le risque d'addiction, par exemple, au tabac, à l'alcool, le risque d'obésité, eh bien, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de s'assurer que tout le monde ait le même niveau d'information. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut l'inscrire dans les supports, le carnet de grossesse, le carnet de santé. On peut le prévoir dans l'entretien annuel avec le pédiatre. Chaque enfant, normalement, doit avoir un entretien annuel. Et le pédiatre pourrait demander à cette occasion combien d'heures l'enfant passe devant un écran. Ça peut aussi être de la responsabilité des enseignants d'assurer des réunions d'information à tous les âges, parce qu'évidemment les risques ne sont pas les mêmes au collège, où là on a plutôt des phénomènes de cyberharcèlement qu'au primaire, où là les enseignants vous le disent. Ils savent parfaitement quels sont les enfants qui vont regarder la télévision avant d'aller à l'école et qui vont avoir des apprentissages qui sont moins performants et ceux qui ne sont pas exposés aux écrans. Donc il y a beaucoup d'outils comme ça, une plateforme aussi uniforme avec une information harmonisée qui permettra à tous les parents d'avoir un bon niveau d'information. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas les parents qui soient informés d'un côté, comme on connaît les cas de la Silicon Valley qui eux-mêmes mettent leurs enfants dans des écoles sans écran, et de l'autre, les parents qui ne le savent pas et qui du coup... Donc une partie prévention, information importante. Est-ce que vous envisagez déjà des mesures peut-être dissuasives ? Alors, moi, ce que je souhaite, c'est former les professionnels qui sont en contact avec les enfants, les assistantes maternelles, les puéricultrices, les enseignants évidemment, les éducateurs, sensibiliser les parents de la façon
avec les outils que j'ai évoqués, réguler l'accès aux écrans dans les espaces qui accueillent les enfants. C'est évidemment pas normal dans une halte garderie, dans une crèche ou dans le lieu où une assistante maternelle garde des enfants, et bien qu'il y ait une exposition importante. Évidemment, de la même façon dans les établissements scolaires. Donc réguler de plus en plus, à l'école, finalement, on met les enfants derrière des tablettes. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler, mais ça fait partie des questions qu'il faudra aussi aborder. Et là encore, il y a le bon et le mauvais usage de l'écran. Quand la tablette, elle est à visée pédagogique, qu'il y a un tiers, et en l'occurrence l'enseignant, qui médiatise cet usage, ça n'est pas la même façon, la même chose que par exemple un enfant qui, au moment de la garderie, en périscolaire, eh bien, va visionner 1h30 de film. La question du contenu, on y revient. Merci beaucoup Caroline Janvier de nous avoir présenté donc, cet appel à élaborer ensemble une loi pour prévenir la surexposition des enfants aux écrans. Je rappelle aussi que vous êtes députée de La République En Marche. Merci beaucoup. À suivre, c'est le débrief hebdo dans Smart Tech. Alors ce dernier débrief hebdo de l'ActuTech de l'année 2021 dans Smart Tech, c'est avec Christophe Holnet qui est conseil chez Apax Partners et président de la société d'Athéna, et également Thomas Lanaud, directeur commercial Europe de BSO. Nous avons aussi avec nous en visio Justine Lamberger qui est responsable des affaires réglementaires chez Swissborg et qui pourra nous aider à décrypter l'actualité, notamment autour des bitcoins. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence par cette information qui nous vient des États-Unis. C'est le secteur aérien qui s'inquiètent en fait de nouveaux déploiements 5G qui pourraient avoir un impact sur la sécurité, mais également sur leur business. Qui veut commencer à commenter cette actualité avant que j'aille plus loin ? Vas-y Christophe. Eh bien, merci Thomas. Oui, et je crois que d'abord c'est un peu une surprise de voir, on se dit finalement la 5G se déploie et pourquoi est-ce qu'on soulève ce problème maintenant finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même ça qui est assez surprenant. Voilà, et la 5G je dirais n'a pas besoin de ça aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire que ça a été l'année de la 5G avec des polémiques et puis aussi une utilisation quotidienne qui n'est pas forcément encore rentrée, en tout cas dans le quotidien des Français. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une guerre de business, finalement, où les compagnies aériennes, on va leur demander d'adapter un certain nombre de procédures et elles vont demander des compensations en échange. Et les acteurs télécoms, on va probablement leur demander de réduire la puissance des antennes 5G près des aéroports. Ça va probablement se terminer comme cela. Et ils vont dire, on a quand même payé très cher ces licences. Et donc, j'aimerais bien avoir un rabais. Donc, je crois que c'est plutôt ça qui va c'est la façon dont ça va se dénouer. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ce sont donc les deux gros opérateurs américains, AT&T et Verizon, qui sont concernés dans cette affaire, à qui on a déjà demandé de reporter leur lancement au mois de janvier 2022 pour justement laisser aux compagnies aériennes et à tout le secteur aérien de s'organiser, parce qu'en fait, il y a un problème d'interférence avec des dispositifs dans les avions, notamment un dispositif d'altimètre au moment de l'atterrissage, qui peuvent être utiles en cas d'intempéries. Donc ils ont déjà patienté. Là, on leur dit d'un seul coup, ah bah oui, mais non, en janvier 2022, ça va pas non plus en fait, parce que nous, compagnies aériennes, ça nous coûte de l'argent. Pourquoi ? Parce que s'ils ne peuvent pas utiliser ce dispositif à cause des interférences, on va leur demander d'aller atterrir ailleurs, plus loin, et donc ils vont perdre du temps et de l'argent. Thomas Lanaud. Écoutez, après, on peut se demander si c'est pas un peu une guerre économique et une guerre technologique, parce qu'il y a des différentes fréquences qui sont données aux États-Unis, différentes fréquences qui sont accordées en Europe. Je ne sais pas tout à fait ce qui se passe en Chine là-dessus. Donc c'est un petit peu comme toutes ces guerres de normes technologiques qui, à un moment donné, vont se régler entre gros industriels et entre les États. Oui, et c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça se passe comme ça aux États-Unis, alors qu'en France, visiblement, on a trouvé une solution. Visiblement, on demande aux opérateurs de réduire les fréquences autour des 17 principaux aéroports français. Et puis aussi, dans l'avion, on nous interpelle à ce sujet. On nous dit de ne pas utiliser notre smartphone pendant les périodes d'atterrissage et de décollage. Ce serait tout simple comme solution à trouver. Est-ce que ce serait vraiment une perte importante pour les opérateurs que de procéder à une diminution des fréquences autour des aéroports ? Je ne sais pas, mais ils pourraient l'utiliser comme un argument économique par rapport à des licences qu'ils considèrent déjà avoir payé très cher. Donc, c'est ça, c'est le prix des licences en fait. Le prix des licences, pour moi, qui est derrière. Et puis pour les compagnies aériennes, utiliser le fait qu'elles aient des procédures spéciales. Sur les téléphones, dans les avions, c'est déjà le cas. On est censé éteindre son téléphone décollage et atterrissage. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment, s'il y avait un risque, il faudrait interdire les téléphones dans l'avion. Donc ça, ce serait évidemment un gros problème. Sans parler
pour faire un petit trait d'humour, des personnes qui ont eu le vaccin ARN 5G ne pourraient pas monter dans l'avion. C'est vrai qu'après, on peut se demander si vraiment l'utilisation de la 5G, qui est quand même à destination de l'IoT et de l'augmentation des bandes passantes, est-ce qu'on a vraiment une utilité des fonctionnalités inhérentes à la 5G lorsqu'on prend l'avion ou lorsqu'on en descend, sachant qu'il y a quand même des infrastructures en place. Aux États-Unis, on prend souvent l'avion pour le business parce qu'aller d'un bureau à un autre, ça prend du temps. Donc je pense qu'il y a des usages quand même professionnels qui sont importants et peut-être qu'aussi du côté des passagers, on ne sera pas d'accord de ne pas pouvoir utiliser son smartphone 5G dans l'avion. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, ces usages restent encore à se déployer massivement. Enfin là, nous, on parle de 17 aéroports, où il y a des mesures spécifiques. Aux États-Unis, ils sont plutôt sur une cinquantaine. Donc c'est vrai que l'enjeu peut être beaucoup plus important. Alors, on retourne en France avec donc un rapport du Sénat qui alerte sur l'état des réseaux pour l'acheminement des communications d'urgence. Quand on utilise ces numéros courts, 17, 15, 18, eh bien, ils sont transformés en numéros classiques à 10 chiffres. Et en fait, ces réseaux de communication reposent, on l'a découvert, en grande partie encore sur le réseau cuivre, à 80%. Oui, tout à fait, sur la prise en T, le réseau RTC. Alors, c'est vrai que depuis maintenant la dérégulation des télécoms depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'actions collectives de la part des entreprises, de la part des États, pour désenclaver au maximum à la fois les régions, les zones industrielles, également les particuliers, pour faire arriver la fibre au plus grand nombre. C'est-à-dire multiplier les prises fibres, comme à l'époque on parlait des prises RTC, des prises coaxiales, et aujourd'hui maintenant des prises fibres. Donc il y a un énorme travail qui a été fait. Alors aujourd'hui on n'a pas le même niveau de déploiement partout en France sur la fibre optique. Pourtant, on va devoir se désengager du cuivre d'ici 2030. 2030, oui. Oui, 2030, c'est demain. Donc, je pense que le message qui est passé par le rapport du Sénat sur le sujet, c'est 2030, on passera à l'IP. Et en attendant, il faut ne pas laisser en déshérence les réseaux RTC. Je crois que l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a identifié 780 numéros d'urgence qui sont reliés à des serveurs RTC. Donc c'est à la fois beaucoup, mais d'un autre côté, 780, ça se gère. Donc je pense qu'il y a une priorité pour faire une transition de ces numéros-là vers les nouvelles infrastructures, notamment de fibre optique, qui sont tout à fait à même de garantir la disponibilité et la réactivité. Alors ça, c'est la question qu'on a envie de vous poser, Thomas Lanotte. Est-ce qu'on est sûr qu'avec cette bascule, alors ok, le réseau cuivre, on le dit vétuste, c'est vrai qu'il a vécu des dizaines d'années, mais est-ce que le réseau fibre optique est capable d'assurer la même continuité de service pour un sujet aussi important que les numéros d'urgence? Oui, parce qu'in fine, que ce soit un fil de cuivre ou une fibre optique, ils ont le même niveau de fragilité. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les technologies permettent, avec la voie sur IP, d'avoir toutes les fonctionnalités et même bien plus de fonctionnalités qu'un réseau RTC. Maintenant, le risque de panne reste le même dès lors que nous avons un seul fil qui rentre dans une maison, dans un foyer ou dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises ont toujours des solutions de backup pour éviter justement de ne plus avoir de connexion sortante ou entrante. Et là, justement, le Sénat propose de développer de nouvelles possibilités d'informer les personnes en cas de panne de numéro d'urgence. Ça me semble quand même assez évident, effectivement, qu'on doive penser à des alternatives. Alors, il y a notamment un système d'alerte à la population, SAIP, mais on peut aussi imaginer qu'on utilise le SMS, enfin des voies de communication assez courantes. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Ce rapport, il signale aussi que Orange aurait mis quand même un peu trop de temps pour réagir au moment de cette panne donc dramatique du 2 juin dernier, une panne massive sur le réseau justement de communication des appels d'urgence. Il y a 10 000 communications qui n'ont pas pu aboutir, avec vraisemblablement un mort au final. Oui. 5 morts suspectes, dont visiblement un dont on a pu qualifier qu'il aurait pu être sauvé probablement. Oui. Ça fait un départ un peu compliqué pour Stéphane Richard, ça.
Oui, bon, c'est un incident qu'ils ont, qui est effectivement malheureux dans un bilan, que chacun pourra juger. Donc c'est effectivement, mais je crois que ça pose aussi. Il y a aussi une autre question qui est posée par le rapport du Sénat, c'est la question du service universel des télécommunications. Au-delà de la disponibilité des numéros d'urgence, c'est de s'assurer qu'on donne bien accès à tous les foyers, à un numéro de téléphone, à une liaison Internet. Et donc, c'était un rôle qui était dévolu à Orange dans la lignée de son positionnement d'opérateur historique. Et depuis décembre 2020, l'appel d'offres n'a pas été renouvelé. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet pour garantir à la fois la disponibilité et la réactivité des numéros d'urgence, mais aussi la capacité des individus à pouvoir les appeler. Oui, c'est ça. Ça va se poser la question de qui va être responsable demain de ce réseau ou de ces réseaux. Est-ce qu'il y aura plusieurs opérateurs? Comment on va définir les responsabilités? Parce qu'en fait, sur le cuivre, on n'a pas cet opérateur historique, France Télécom à l'époque, qui portait tout le réseau. Ça va être plus compliqué à gérer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu le dégroupage. C'était le fait que Orange laisse d'autres opérateurs alternatifs utiliser le dernier kilomètre, justement, pour opérer des services. Effectivement, il incombe encore à Orange, visiblement, d'avoir cette responsabilité. En fait, on est très content quand même que le Sénat ait réalisé cette mission de contrôle, parce que ça soulève des questions très, très importantes. On enchaîne rapidement avec l'introduction en bourse de Reddit. Alors, tout le monde ne connaît pas Reddit, mais c'est un site américain de communauté de passionnés, qui est parmi les plus visités au monde. Il a été fondé en 2005, il y a plus de 100 000 communautés actives, 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Bref, c'est un géant, en fait, très peu connu en France, mais c'est un géant des forums sur Internet qui se lance dans une introduction en bourse. C'est une grande première, c'est très attendu. Alors, effectivement, l'ADN de Reddit, c'est la libre circulation des informations, des savoirs et de la connaissance scientifique à la portée de tous. Effectivement, il y a un fait d'armes autour de la communauté Reddit. C'est vraiment une communauté de geeks qui rassemble 430 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et il y a 2 ans, cette force de la communauté a permis de stopper une attaque, l'attaque de fonds de fonds spéculatifs sur une action qui s'appelait GameStop aux États-Unis. Et cette communauté a fait grimper le cours de bourse de 16 fois sa valeur, justement pour contrer ces attaques un peu malicieuses de ce qui peut se passer dans la finance de marché. Et donc, on a vraiment vu la force de la communauté. Mais c'est aussi, comme ce sont des communautés, des forums, c'est aussi un site qui a parfois mauvaise image. Oui, c'est pas simple pour une introduction en bourse, quand même. On ne peut pas garantir que tout soit propre sur un forum. C'est un site qui, quand vous le consultez, qui est très anglo-saxon. 70% des utilisateurs, c'est US, Angleterre, Australie, Canada. Donc c'est très anglo-saxon. C'est intermédiaire entre un réseau social et un forum, beaucoup de textes, avec un mode où finalement vous votez sur les publications pour les faire remonter en haut de la liste ou en bas. Et donc effectivement, il y a une modération qui est assurée par la communauté, mais on voit très bien ce que ça peut donner et générer. Essentiellement, voilà, ils ont été très connus effectivement par les petits porteurs, notamment des actions GameStop, les boursicoteurs aussi. Donc, est-ce que ça peut inquiéter les marchés, cette puissance communautaire? Non, je ne pense pas plus. Ça les inquiète aujourd'hui, ça ne les inquiétera pas plus quand ils seront introduits en bourse, et peut-être un peu moins. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'introduction en bourse, elle est risquée quelque part. Aujourd'hui, ils ont une valorisation. Moi, si je regarde avec un regard d'investisseur, ils ont une valorisation de 10 milliards sur la dernière levée de fonds. Ils veulent s'introduire sur une valorisation de 15 milliards en bourse. 15 milliards en bourse, leur revenu, on a un peu de mal à le savoir, mais il est probablement de l'ordre de, au mieux de 600 millions de dollars prévus sur 600-700 millions sur 2022. C'est 20 fois le revenu comme valorisation. On compare à Facebook. Facebook est valorisé à peu près un peu moins de 10 fois le revenu. Donc il va falloir justifier. Quand on s'introduit en bourse, on s'expose. On est plus transparent. On montre ses chiffres, les modérations, choses comme ça. Et puis, ils s'attendent à ce que la plupart des utilisateurs deviennent eux-mêmes actionnaires. Donc ils vont devenir aussi des investisseurs actifs et vigilants, à la fois en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant qu'actionnaires. Donc je pense que la relation à leur communauté va probablement évoluer. C'est un risque.
Et ça va être intéressant à suivre parce que effectivement, ça va être un modèle très communautaire d'introduction en bourse. Et surtout, on peut se demander si la pression de l'actionnariat ne va pas créer une certaine forme de censure, ce qui pourrait nuire à l'ADN initial de Reddit. À moins que cette autorégulation fonctionne. On a vu sur Wikipédia une autorégulation saine qui fonctionne. Absolument. On va donner la parole à Justine Lamberger de Swissborg. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, merci d'avoir patienté déjà. Pourquoi on adresse ce sujet autour des bitcoins ? On a découvert qu'un quart de tous ces bitcoins étaient contrôlés par seulement 0,01% des propriétaires. Oui, exactement. C'est un rapport récent rédigé par 2 chercheurs du MIT et de la London School of Economics qui montrent qu'effectivement, aujourd'hui, les 10 000 premiers investisseurs dans le Bitcoin détiennent 5 millions de Bitcoins, sachant qu'aujourd'hui, il existe environ 19 millions de Bitcoins en circulation. Donc on en déduit par rapport à la masse qu'on connaît à peu près de détenteurs de Bitcoin qu'un peu plus d'un quart est détenu par 0,01% d'investisseurs. Et ça vous a surpris, Justine, simplement pour savoir si vous connaissez bien ce monde des cryptos, est-ce que vous avez été surprise de cette hyper concentration autour du Bitcoin ? Alors un peu pour être honnête, parce que quand même l'idée derrière le Bitcoin, c'est la décentralisation, donc c'est de ne pas avoir des acteurs qui dominent le marché. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un marché qui est assez dominé par ce qu'on appelle des baleines ou des whales dans le jargon, donc des institutionnels, des early adopters qui avaient acheté le Bitcoin quelques centimes, donc ont des grosses quantités aujourd'hui, et aussi des plateformes d'échange comme Binance et des mineurs, donc des créateurs de Bitcoin. En fait, il y a, à tous les niveaux de la blockchain Bitcoin, du protocole, il y a en fait des acteurs prépondérants. Donc on est en train de glisser d'une décentralisation qui était l'objectif initial vers une centralisation un peu sur le même fondement que la finance traditionnelle. Un commentaire, Christophe Holnet ? Oui, j'ai regardé le World Inequality Report pour voir quelle était la part du patrimoine des 0,01%. Et en fait, dans le monde, elle est de 11%, donc ça veut dire qu'elle est de 25% dans le monde crypto. Donc ça veut effectivement dire que cet idéal donc la concentration des richesses d'organisation autonome décentralisée crée 2 fois plus de concentration des richesses. Donc je pense que si on veut chercher un système un peu plus redistributif, c'est certainement pas de ce côté-là qu'il faut aller, et peut-être faire un peu confiance à une régulation de notre bon vieux capitalisme. Peut-être. Thomas Lanotte, un commentaire ? Oui, alors après, on peut aussi voir que le Bitcoin, de plus en plus, est en train de devenir un vrai sujet pour les États. Certains États ont adopté le Bitcoin comme monnaie et en cours légal. On s'aperçoit aussi que de nombreux investisseurs institutionnels sont prêts, ont les outils, ont certains accords aux États-Unis pour investir dans le sous-jacent. Donc, il y a une grosse pression d'entreprises qui investissent une part de la trésorerie dans le Bitcoin et d'investisseurs qui sont prêts aujourd'hui parce qu'ils veulent diversifier leurs actifs et également parce qu'ils imaginent que ça peut être un rempart à l'inflation dont on parle aujourd'hui. Donc je pense que le marché va permettre une meilleure répartition des grandes masses de Bitcoin. Donc je suis plutôt positif. Donc ça pourrait bouger, d'autant plus à la lecture de ce rapport, encore une fois, ce qui est très éclairant. Justine, un autre commentaire m'intéresse de votre côté au sujet de ce premier SMS de l'histoire qui donc a été vendu sous forme de NFT aux enchères à Neuilly-sur-Seine, d'ailleurs en France. Oui, tout à fait, pour un montant assez impressionnant de 107 000 €. C'est amusant parce que c'est un SMS qui a été envoyé en décembre 1992 et qui souhaitait Joyeux Noël, donc c'est plutôt d'actualité, et qui a été envoyé par un employé de Vodafone à l'époque, à son manager. Et donc cette vente aux enchères, ce prix relativement élevé, nous montre à quel point les NFT sont encore en plein essor. On a beaucoup d'actualités aussi du côté de grandes marques comme Adidas qui a vendu pour 23 millions de NFT cette semaine, ou encore Melania Trump qui lance sa plateforme de NFT. Donc de manière générale, encore un phénomène qui est en plein essor. Malgré certains échecs, on peut penser à Ubisoft cette semaine qui a voulu lancer aussi ses NFT et pour le coup le marché a répondu avec peu d'appétit. Donc un marché qui se structure globalement, mais c'est une manière de mettre des événements, des moments de vie, des moments d'histoire sous forme de titres de propriété, donc c'est assez novateur. C'était vraiment l'année des NFT 2021, mais on continuera à en parler évidemment en 2022 et avec vous, Justine Lamberger. Je voulais terminer avec vous, juste, vous avez une idée de cadeau de Noël de dernière minute, là, très rapidement ?
Oui, alors moi j'aime beaucoup la Morphée, c'est une fintech française, French Tech, qui a lancé ce petit dispositif. C'est un galet, c'est tout petit, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'écran. C'est pour faire de la méditation, de la sophrologie, et je trouve que ça marche très bien. On m'a offert leur autre modèle l'année dernière, et j'aime beaucoup. Bon, super. Et vous aussi, une idée de cadeau ? Oui, écoutez, je vais rester dans le domaine des cryptos. Je vais offrir 1 ou 2 portefeuilles MetaMask, c'est-à-dire un software wallet qui est une extension sur un navigateur et qui permet en fait de détenir des tokens, donc de plusieurs blockchains. On va parler de la blockchain Ethereum qui est la plus commune et qui permet à la fois de stocker un peu d'Ethereum, mais surtout c'est une porte d'entrée pour investir sur des projets, donc des dApps, des applications décentralisées et notamment des projets de type finance décentralisée ou blockchain gaming qui ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Super, un cadeau pour se lancer. Eh bien, moi, je suis resté probablement influencé par le thème de l'émission, en proposant des chaussures de sport artefacts dont vous pourrez vêtir votre avatar quand vous vous promènerez dans le métaverse, hein, mais qui est le métaverse qui, je pense, sera, j'hasarde à faire des prédictions, qui sera un gros sujet de l'année prochaine, puisque ça va bien au-delà de cette capacité à évoluer dans un monde virtuel. C'est aussi de donner à l'utilisateur beaucoup plus de moyens de monétiser sa présence. Oui, très, très grand et très beau sujet, ça, effectivement. Alors moi, je voulais terminer, je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau de Noël, mais enfin, c'est un truc qui m'a fait craquer, et c'est quand même pas tous les jours que je recommande quelque chose qui vient de Facebook, enfin, de la maison Meta, mais là, j'ai adoré. En fait, c'est le laboratoire de recherche en IA de Meta qui a créé un outil qui peut animer les dessins. Donc, vous prenez les dessins de vos enfants, alors si possible sur une feuille blanche. Là, vous voyez une démonstration à partir d'un dessin réalisé par une petite fille, la fille de Mark Zuckerberg elle-même. Et ce dessin, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir être animé. C'est assez magique. En fait, vous pouvez aller sur la plateforme et le tester par vous-même, où il y a des dessins de démo si vous n'avez pas envie de créer un dessin, ou si vous n'avez pas d'enfant à portée de main. Où vous pouvez importer votre dessin. C'est super simple à tester. Alors, ça entraîne les intelligences artificielles de manière un peu plus ludique que de choisir les photos où il y a des panneaux de signalisation aussi. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Merci, Justine Lamberger de Swissborg, Christophe Holnet de Apax Partners et d'Athéna, et Thomas Lanotte de BSO. Merci beaucoup. Merci. Enchaîne. On va continuer avec les IA. On va parler des IA face à nos différences culturelles. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech et à mes côtés, il y a maintenant Laurence De Villers, la professeure en intelligence artificielle au CNRS. C'est l'heure de notre rendez-vous sur le sens de l'IA. Bonjour professeur De Villers, merci beaucoup. Vous faites la dernière émission de 2021. Oui, merci de l'invitation en tout cas. Juste avant la petite pause de Noël. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux algorithmes et aux intelligences artificielles qui font face à nos différences culturelles. Une complexité supplémentaire. Ah oui, non, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Effectivement, on est tous assez différents en fait dans notre façon de penser et dans notre façon de réagir. Alors, je dirais qu'il y a 2 niveaux. Déjà, il y a la culture, c'est autour de nous. Hein, alors, qu'est-ce que c'est la culture déjà, oui, pour, on va dire, dans le monde des mathématiciens? Disons que là, on est plutôt sur les sciences humaines et sociales. Oui. La culture, c'est l'ensemble de nos connaissances, l'ensemble de notre histoire, de savoir commun qu'on va avoir et qui va être finalement différent. Et notre façon de se comporter vis-à-vis des autres, et qui est assez différente en fait d'un univers à l'autre, d'une religion peut-être à l'autre. Il y a des incidences aussi, d'une éducation. Donc, on voit bien que tout ça est un mélange. Et en fait, la culture, finalement, c'est de la compréhension assez rapide dans notre univers de signes de l'autre, de signes qui peuvent être, je ne sais pas, si je fais ça, par exemple, ça veut dire top, super, ici. Oui. Mais si je vais au Moyen-Orient, ça veut dire quelque chose d'horrible, c'est très vulgaire. D'accord. Donc, tous ces signes autour de nous qui font notre interaction, qui sont le lien entre les hommes, on est des animaux qui dialoguent, eh bien, sont importants à comprendre et les machines vont s'en emparer. Et donc les machines sont obligées de s'en préoccuper. Alors elles s'en préoccupent à 2 niveaux. Ça rentre dans le processus d'innovation aujourd'hui, ce paramètre culturel.
elle rentre à deux niveaux. Déjà, notre acceptation de certains outils, donc les usages. Donc on voit bien qu'au Japon, on est différent en France. On n'a pas les mêmes appétences pour les mêmes outils. Il y a plus de robotique développée, déjà des robots à l'hôpital, des robots auprès des enfants, des robots nounous, les poupées sexuelles dont on a déjà parlé. Donc on voit bien qu'il y a tout un univers qui se développe plus rapidement au Japon, par exemple, et qui, en Europe ou en France, va prendre plus de temps. Plus de temps parce qu'on n'a pas les mêmes mythes fondateurs, on n'a pas la même curiosité, on a plutôt peur en fait des effets que pourraient avoir ces machines. Et justement, les machines en font quelle lecture de toutes ces différences? Voilà, et ça c'est le deuxième volet, donc vous avez raison. Là, dès que les systèmes vont essayer de détecter nos comportements, pour, par exemple, pour notre sécurité, pour le recrutement, pour finalement savoir si nous sommes en bonne santé ou pas, en imaginant des applications comme ça pour des pathologies qu'on va suivre, eh bien, on va aller chercher nos indices corporels et la façon dont on parle. Donc, des indices dans la voix, dans le comportement gestuel, comme je dis, il y a des signes différents. Et à partir de là, il y a des modèles qui sont construits. Et évidemment, si je ne tiens pas compte de ces différences culturelles, je vais faire un amalgame de tout. Et donc, je vais arriver à un modèle standard qui va reconnaître finalement un non-humain, puisque ça sera le mélange de tous nos signes qui ne sont pas toujours dans le même sens. Donc, on voit bien, là, il y a une tension. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire des modèles spécifiques pour chaque culture? Est-ce que lorsque vous n'êtes pas de la même culture, vous êtes à l'étranger, finalement, ces systèmes qui vont être autour de vous vont pouvoir vous reconnaître ou comprendre vos gestes, etc. C'est un vrai sujet. Donc, moi, je dis juste, on n'en est pas conscient assez. On nous appelle en nous disant, voilà, regardez, cette technologie est formidable et tout, mais est-elle adaptée à notre culture? Si j'en parle, par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est un sujet extrêmement important. Si j'en parle pour l'assistance aux personnes âgées avec des robots, c'est aussi extrêmement important. Juste quelques exemples de différences. Aux États-Unis, par exemple, quand on regarde quelqu'un, on va aller savoir s'il est content ou pas content, surtout en regardant le bas du visage, le sourire américain, pan-américain. On parle vraiment d'un sourire américain, de posture aussi, qui montre que vous êtes satisfait, que vous renvoyez un message comme ça. En Asie, c'est plutôt au niveau des yeux qu'on va envoyer ces signaux. Vous voyez, donc déjà, on ne regarde pas la même chose. Si je prends par exemple au Japon, il y a des rires qui n'existent pas dans nos contrées. Un rire qui montre par exemple que vous n'êtes pas d'accord avec votre supérieur, mais vous allez faire quand même ce qu'il vous demande, une espèce de rire guttural. Et nous, on n'a pas ce type d'interaction sociale à ce niveau-là. Vous voyez, tous ces petits signes en fait de nos comportements vont avoir en fait des portées différentes. Regarder quelqu'un dans les yeux, ça peut être un viol dans certains pays. Ça va beaucoup trop loin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait demain? Ça veut dire qu'en fait, c'est presque un biais aujourd'hui dans le développement de ces machines ou de ces chatbots qui essayent d'étudier nos émotions et de discuter avec nous, que de ne prendre en considération que le type occidental ou Amérique du Nord, en fait. Maintenant, si vous achetez un prototype qui vient du Japon, est-il entraîné avec des échantillons qui viennent de japonais ou bien est-il un mixte entre des individus américains, japonais, européens? Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce sujet qui est en fait... Et la recommandation, alors, ce serait de l'estampiller, Je pense que notre créer richesse... un produit multiculturel? Pas forcément. C'est une vraie tension, quoi. Ouais. Doit-on aller vers une standardisation multiculturelle, comme vous le dites, ou bien est-ce qu'on doit spécifier et contrôler qu'effectivement, on ne fait pas n'importe quoi? Mais globalement, ces systèmes qui vont être autour de nous tout le temps, dans le métavers dont vous veniez de parler, eh bien, ils vont nous influencer. Donc, on va modifier notre façon de se comporter. Donc, ce sujet actuel qui est doit-on différencier ou au contraire, doit-on tout mélanger, n'est pas mis sur le tapis. On n'en débat pas. Eh bien, on en débat grâce à vous, Laurence de Villers. Merci beaucoup pour vos éclairages dans Smartech sur ce sens de l'IA et des algorithmes. Laurence de Villers, donc professeure en intelligence artificielle au CNRS. Merci encore. Merci beaucoup. On termine avec encore une projection sur demain et un joyeux Noël souhaité par des robots avec leur propre culture puisqu'ils viennent de Prague.
Et c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia, dernier Zoom quotidien de l'innovation de 2021, avant une nouvelle saison qui va démarrer. Alors aujourd'hui, donc on va se quitter avec un petit clin d'œil quand même aux fêtes de Noël avec une vidéo de robot. Bah oui, évidemment, c'est le dernier jour avant Noël, vous doutez bien que je vous avais préparé quelque chose de spécial. J'ai découvert en fait cette vidéo publiée par l'Université de génie électronique de Prague, en République tchèque. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, les chercheurs ont réuni dans une même vidéo tous les robots qui ont fait l'actualité cette année, dont on a entendu parler, et les ont fait danser autour d'un sapin de Noël. Vous allez voir ça tout à l'heure. On retrouve tous ceux dont on a beaucoup parlé cette année. Spot, le robot agile de Boston Dynamics. Scarab, un robot insecte mécanique qui ressemble donc à un scarabée. Daisy, un robot chenille. Charlie, un robot sur roue. Les robots humanoïdes iCube. Pepper, Nao, le drone quadruptère dont on a parlé ici, X500 pour les vols en intérieur, Ludwig, un robot un peu plus vieux composé de 30 000 pièces de Lego. Et puis on a découvert aussi SK80, le balancing robot. Alors celui-là, on ne le connaît pas bien. En fait, c'est le produit des étudiants de cette université à Prague qu'ils ont mis au point cette année, construit en seulement 3 mois. Les étudiants avaient pour objectif de créer une technologie robotique accessible à tous, à tout le monde pour l'apprentissage de la robotique. Donc pour ça, ils ont choisi d'assembler ce robot avec les 3/4 des pièces imprimées et imprimables en imprimante 3D. Ils ont mis à disposition les plans, à disposition les instructions de montage, et donc on se retrouve avec cette technologie accessible, une véritable combinaison entre électronique et mécanique pour ce mouvement de balance. C'est une vraie opportunité pour les étudiants des universités du monde entier de pouvoir prendre en main une telle technologie, une opportunité aussi de développer le codage, puisque tout le monde pourra apprendre à programmer son robot une fois qu'il aura réussi à le monter. La vidéo, du coup, réalisée par cette université, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ce robot balance. Et alors pourquoi ça se passe à Prague ? Alors, pour l'héritage, en fait, parce que c'est à Prague, précisément, qu'il y a 100 ans, on découvrait le mot robot dans la pièce de théâtre de science-fiction RUR, Rossums Universal Robots, une pièce écrite en 1920, mais jouée pour la première fois en 1921. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est le mot tchèque le plus connu au monde, évidemment. Et on est impatient de découvrir cette vidéo aussi. Oui, on la regarde, c'est parti. Quelle magnifique façon de vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. On vous retrouve dès le 3 janvier 2022. Merci à tous de rester fidèles à Smart Tech et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bonne fête. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.